Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Zambie, la campagne électorale est perturbée par la propagation du Covid-19. Des mesures sanitaires ont été prises pour interdire notamment les rassemblements publics. Amélioration des relations diplomatiques entre le Kenya et la Somalie. Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale sur les plans sécuritaires, diplomatiques et commerciaux. Et puis le Nigeria, plaque tournante du trafic d'animaux sauvages, le pangolin est particulièrement victime du commerce illégal, notamment traqué pour ses griffes et écailles. Mais d'abord, en Algérie, une trentaine d'incendies ont été répertoriés dans le nord du pays ce lundi 9 août, notamment en Kabylie. 7 personnes sont mortes dans ces feux de forêt selon les pompiers. Ces incendies surviennent alors que l'Algérie connaît un épisode de canicule. Début juillet, 3 personnes ont été arrêtées. Elles ont été accusées d'être impliquées dans des incendies ayant ravagé 1500 hectares de forêt au nord-est du pays. Le président Abdelmadjid Tebboune a exigé le 25 juillet dernier l'élaboration d'un projet de loi punissant les responsables d'incendies criminels de forêt avec des peines allant jusqu'à 30 ans de prison ferme. En Zambie, la montée du nombre de cas de Covid-19 perturbe l'organisation des élections générales prévues ce 12 août. Afin de limiter la propagation du virus, des mesures ont été prises par la commission électorale zambienne, notamment l'interdiction des rassemblements publics. Certains partis ont toutefois défié la commission en maintenant leurs meetings. Nathalie Mo. La pandémie de Covid-19 met la Zambie au défi d'organiser des élections inclusives, pacifiques et crédibles. En Zambie, le processus électoral évolue au rythme des nouveaux cas de Covid-19. Dans ce pays qui organise les élections générales le 12 août 2021, la crise sanitaire aura un impact certain sur le scrutin. L'observation des élections se fera de manière virtuelle pour toutes les missions impliquées dans le processus. Ces missions d'observation virtuelle sont utiles et pertinentes, en ce sens qu'en limitant les mouvements des populations, elles améliorent l'efficacité du dispositif zambien de réponse à la COVID-19. Du point de vue politique cependant, cette utilité est contestable étant donné le fait que ces missions virtuelles ne garantissent pas un suivi opérationnel objectif du processus électoral. En Zambie, des restrictions fermes ont été mises en place pour éviter la propagation du coronavirus pendant les élections. Dès mai 2021, la commission électorale a interdit les campagnes électorales. L'opposition a depuis défié cet ordre en organisant des rassemblements publics en réaction à ceux que tiendrait le pouvoir, selon leurs allégations. Un geste de défiance perçu par les autorités zambiennes comme un trouble à l'ordre public. Cette situation explique les tensions sociopolitiques dans le pays et jette du discrédit sur le processus électoral en cours. En amont, elle est l'expression des frustrations de l'opposition qui, estimant être victime d'injustice, rentre dans une logique d'affrontement avec les institutions étatiques. En aval, cette situation délégitimise le processus électoral en questionnant l'impartialité et l'indépendance des pouvoirs publics d'une part, et la disponibilité des partis en compétition à accepter le verdict des urnes d'autre part. Apporter des solutions aux effets économiques de la pandémie de Covid-19, c'est le défi que lancent les électeurs aux différents candidats aux élections générales du 12 août 2021. En effet, le pays accuse un défaut de paiement du service de sa dette d'un montant de 18 milliards de dollars. D'un autre côté, l'incidence de la pandémie de Covid-19 apporte la preuve de la fragilité des infrastructures et mesures de santé publique de la Zambie qui compte 202 201 nouveaux cas positifs de Covid-19. Dans le pays, moins de 1% de la population a reçu une dose de vaccin à ce jour. Et dans l'actualité également, la République démocratique du Congo et l'Ouganda poursuivent leur coopération transfrontalière sur le lac Édouard. Un accord a été conclu lors d'une réunion entre les deux pays ce 9 août sur le démarrage de la deuxième phase des patrouilles conjointes sur le lac transfrontalier, alors que les pêcheurs dans la zone sont régulièrement victimes d'arrestations par les Ougandais. L'objectif de la coopération est de planifier un calendrier pour guider les équipes de patrouille. Après plusieurs mois de tension, le Kenya et la Somalie renouent progressivement leurs relations. Lors d'un échange dans la capitale somalienne Mogadiscio le 8 août dernier, les deux pays ont convenu de consolider la coopération sur les plans sécuritaires, diplomatiques et commerciaux. Milfred Yamou.
Amélioration des relations bilatérales entre le Kenya et la Somalie. Au thème d'une réunion tenue le 8 août 2021 entre la ministre kenyane des Affaires étrangères Rachel Omamo et son homologue somalien Mohamed Abdirizak à Mogadiscio, les deux pays ont convenu de consolider la coopération sur les plans sécuritaires, diplomatiques et commerciaux. Jusqu'en 1991, année du départ du président Siad Barre en Somalie, le Kenya était le principal partenaire de ce pays. Il est donc évident aujourd'hui que le rapprochement entre les deux États, notamment la Somalie et le Kenya, pourrait davantage alors améliorer la stabilisation de cette zone qui est la Corne de l'Afrique et qui est restée pendant longtemps, plus de 3 décennies, dans une instabilité chronique en tant que telle. Le Kenya vise aujourd'hui un poste au Conseil de sécurité en tant que leader de la zone Afrique de l'Est, comparativement à l'Afrique du Sud, en Afrique australe. Donc le Kenya a donc besoin, au lieu de faire la paix avec ses voisins, si le Kenya veut être une puissance diplomatique dans la région. Et un tel approchement peut se justifier par rapport à cela. Dans le détail, les responsables se sont accordés sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab ainsi que la résolution définitive des différends diplomatiques qui existent entre les deux pays. Ils ont également discuté de la levée de l'interdiction sur l'importation du khat, largement commercialisé dans les deux pays. L'autre réalité, lorsqu'on prend en compte les différents attentats en 1998, notamment à Mombasa, et les attaques perpétrées contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi, les enquêtes ont révélé que beaucoup de terroristes inculpés étaient essentiellement des Somaliens. Donc le Kenya va à l'évidence que sa sécurité nationale dépend également de la paix avec la Somalie. Donc il est donc évident que de tels rapprochements prennent en compte à la fois des enjeux géopolitiques, diplomatiques et même économiques. La Somalie reste un pays qui est en pleine construction dans le cadre d'une transition démocratique, alors que le Kenya a une économie très développée. Avec de tels accords de rapprochement entre ces deux États, il est évident que la Somalie sera le prochain débouché pour les entreprises kenyanes qui de plus en plus sont compétitives, mais qui restent contrariées par le manque de débouchés en raison notamment des difficultés économiques au plan interne. Le Premier ministre somalien Mohamed Roble devait effectuer ce 10 août une visite au Kenya pour signer un accord qui devrait ouvrir le marché somalien aux exportations de khat du Kenya. Alors que le Kenya et la Somalie veulent réunir davantage des parties prenantes des deux côtés pour aplanir leurs relations, les émissaires de Mogadiscio et de Nairobi ont repris le travail après la fermeture de leur bureau suite aux différends diplomatiques. Le 27e congrès de l'Union postale universelle, officiellement ouvert depuis ce lundi 9 août en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle d'ouverture de l'événement marque le début d'un nouveau processus de fonctionnement du secteur postal à travers le monde. Son ambition, la digitalisation des services à travers la coopération et le développement. Amen Edji. Depuis ce lundi 9 août 2021, la Côte d'Ivoire accueille la cérémonie d'ouverture du 27e congrès de l'Union postale universelle. Pendant 3 semaines jusqu'au 27 août, les pays membres qui participent à cet événement abordent ensemble les questions de politique, de stratégie et de développement du secteur de la poste mondiale. À travers 10 plénières thématiques au menu, ce congrès met en évidence les enjeux pour l'Afrique et le monde et veut poser le diagnostic d'un secteur stratégique en difficulté dans plusieurs pays. Ce congrès nous donnera l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2020 de l'Union postale universelle et de définir ensemble, à travers un document que nos experts ont convenu d'appeler la stratégie postale d'Abidjan, notre stratégie sur la période 2021-2024 pour le développement des services postaux sur tous les continents. Ce congrès, qui se déroule dans un contexte particulier après 87 ans d'attente, servira de cadre d'échange afin de définir de commun accord les règles qui régiront pour les 4 prochaines années l'avenir de la poste mondiale. L'une des particularités de ce congrès sera qu'il sera l'occasion d'adopter des réformes qui ont été amorcées depuis plus de 40 ans. Nous aurons aussi l'occasion de faire le bilan du cycle précédent, d'échanger et de faire des propositions pertinentes sur les innovations et la transformation digitale du secteur postal et bien évidemment aider les pays membres de manière efficace sur l'inclusion numérique, sociale et le développement durable. Depuis sa création, l'Union postale universelle a organisé 26 congrès dans différents pays membres, dont un seul sur le continent africain, en Égypte en 1934. Cette 27e édition reste un événement historique que le continent célèbre sous le thème « Digitalisation des services postaux et développement du e-commerce ».
L'Algérie va produire localement le vaccin contre le Covid-19 de la société chinoise Sinovac. Le président Abdelmadjid Tebboune a exigé l'entrée en service de l'usine de production locale du vaccin sino-algérien. L'objectif sera notamment de fournir suffisamment de vaccins pour immuniser les populations. Il s'agit du second vaccin anti-Covid qui sera produit dans le pays, après le vaccin russe Sputnik V. Marie-Raphaëla Ntolo. Le 8 août 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'entrée en service de l'usine de production locale du vaccin sino-algérien. Cette opération, selon des autorités, permettra de fournir suffisamment de vaccins pour immuniser les populations contre le virus de Covid-19. La mesure s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une coopération entre le groupe Saïdel et la société pharmaceutique chinoise Sinovac pour la production du vaccin anti-Covid-19 dans le pays. Avec 44 millions d'habitants, l'Algérie est comme la locomotive sur le plan démographique au Maghreb. Et donc, ces exigences en question de santé sont grandes. Il y a donc nécessité de multiplier les initiatives pour avoir le vaccin. Jusqu'ici, l'Algérie n'a pas encore réussi à vacciner 10% de la population. Or, il lui faut vacciner au moins 20 millions de sa population pour atteindre l'immunité collective. Vous voyez donc, il y a la nécessité d'avoir des bonnes doses de vaccins. L'usine de production de vaccins, donc la mise en service, est primordiale pour l'exécutif et dotée d'une capacité de production de 2 millions de doses de vaccins par mois. De l'avis des autorités, sa mise en service vient en renforcement des efforts consentis par le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour assurer la production et la disponibilité du vaccin anti-Covid-19 dans le pays. Avec l'arrivée des techniciens chinois, nous voyons visiblement que l'Algérie, d'ici quelques mois, va produire au moins 2 vaccins qui sont déjà homologués par l'OMS. Et ça, c'est une bonne nouvelle dans la lutte contre la Covid. C'est une bonne nouvelle dans l'immunisation des Africains contre la Covid-19. Il faut que les autres pays africains emboîtent le pas à l'Algérie. D'après le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lofti Jamel Ben Bamed, le vaccin produit par Saïdal à Constantine reviendrait 45% moins cher qu'un vaccin importé actuellement. Rappelons que l'Algérie, tout comme la plupart des pays de l'Afrique du Nord, font actuellement face au très contagieux variant Delta. Les pays de la région représentent par ailleurs plus de 80% des nouveaux décès enregistrés de Covid-19. Au Nigeria, les espèces sauvages sont victimes de la contrebande. C'est le cas des pangolins, particulièrement prisés pour leurs écailles et leurs griffes. Alors que le gouvernement nigérian tente d'éradiquer ce commerce clandestin, les autorités de la région de Lekki ont procédé ce 5 août à la saisie de 50 millions de dollars d'écailles de pangolins et de défense d'éléphants. Anthony Atangana. Ils sont protégés mais toujours traqués pour leur défense ou leurs écailles. Au Nigeria, près de la ville de Lekki, les autorités locales ont mis la main ce mercredi 5 août sur 54 millions de dollars d'écailles et de griffes de pangolins ainsi que de défense d'éléphants. 3 ressortissants étrangers à l'origine de cette contrebande ont été arrêtés et un 4e est toujours en fuite. Pour le colonel Hamid Ibrahim Ali, contrôleur général des douanes, la justice s'occupera désormais de ces hors-la-loi. Les suspects auront bientôt leur rendez-vous devant le tribunal car les autorités ne ménageront aucun effort pour les traduire en justice. Cette cargaison comportait 196 sacs contenant 17 000 kg d'écailles de pangolin, 870 kg de défense d'éléphant et 4,6 kg de pinces de pangolin. Un trafic récurrent dans le pays devenu plaque tournante du trafic illégal d'espèces sauvages. Cette saisie intervient alors même que le gouvernement nigérian tente d'éradiquer ce commerce clandestin. Selon des responsables de l'application des lois et des experts de la faune, le Nigeria serait un lieu idéal pour les gangs qui envoient des pangolins africains en Asie. Afin de lutter contre ce trafic, le colonel Ali a annoncé que les douanes travailleraient désormais avec des responsables européens ainsi qu'avec des organisations internationales pour intensifier les opérations de contrebande. La déforestation et la déflation de la faune, en particulier les espèces menacées, ont été préoccupantes à l'échelle mondiale. Les nations, en collaboration des renseignements et d'une expertise, permettront d'éliminer ce massacre aveugle d'espèces menacées. Considéré comme un animal inoffensif, le pangolin est devenu l'un des mammifères les plus chassés illégalement sur Terre en raison de la demande pour ses écailles dans la médecine traditionnelle chinoise. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les saisies d'écailles de pangolins en Afrique ont décuplé entre 2014 et 2018.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.